Ça fait maintenant plusieurs mois que l'on enchaîne les 20 000 euros par mois avec l'agence de Smooth et c'est plutôt bien, on est quand même content. Et donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on a fait. Il y a deux, trois petits conseils que tu pourrais adopter à ton projet, à ton agence si tu en as une, et à la vie en règle générale. Alors il faut savoir que on a fait ces 20 000 euros par mois, mais sans faire exprès. Du coup, je me suis dit ok, j'ai rien mis en place de spécial pour aller chercher ce résultat-là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai analysé un petit peu tout ça. Parce qu'en soi, oui, j'ai mis des choses en place, mais il fallait savoir lesquelles. Il fallait découvrir lesquelles étaient pour pouvoir les conscientiser et puis après les mettre en place correctement dans l'agence, quoi. Alors, dans cette vidéo, on va aborder plusieurs points. Alors, j'ai fait la petite note. Alors, le premier, c'est comment est-ce qu'on positionne une agence aujourd'hui. Vraiment une agence de branding. On va pas principalement parler d'une agence de branding, en tout cas une agence qui vend du design, qui vend des choses difficilement mesurables dans cette vidéo. Donc, comment est-ce qu'on vient la positionner sur un marché qui est quand même assez éclectique. Il y a quand même beaucoup d'acteurs différents sur le marché du service, notamment le service des agences et notamment le service des agences créatives, mais pas que. En deuxième point, concrètement, comment est-ce qu'on peut aller chercher le million de chiffre d'affaires en première année et surtout comment est-ce qu'on va aller chercher les 10 millions parce que c'est surtout ça qu'on va aller chercher sur le long terme. Par an, hein, bien sûr, par an. On va parler aussi de la vision que j'ai aujourd'hui de l'agence. Est-ce qu'elle va évoluer, est-ce qu'elle va pas évoluer, mais elle ne fait qu'évoluer, mais je vais en reparler. Ensuite, on parlera du chiffre d'affaires / rentabilité en 5. On va parler de la valeur perçue d'une agence. Et surtout, comment est-ce qu'on travaille la valeur perçue d'une agence qui vend des services difficilement mesurables. Ensuite, en sixième point, du coup, le pourquoi est-ce qu'on est arrivé à 20 000 euros par mois et surtout concrètement, tu vois, qu'est-ce qui s'est fait? Est-ce que c'est un coup de bol ou est-ce que c'est quelque chose qui a été travaillé? Je pense que c'est un coup de bol, mais du coup, il faut pas que ça le soit en soi. Il faut qu'on travaille ça d'une autre manière. Après, il y a tout ce qui est rôle de la chance. La chance, c'est un facteur important quand tu fais du business, en règle générale aussi dans la vie. Mais bon, on arrive du coup au septième point qui est que si quelqu'un veut t'acheter quelque chose que tu sais faire, bah vends-lui. Ça, c'est un gros débat. Huitième point, c'est en fait tous les axes d'amélioration qu'il faut mettre en place pour pouvoir aller chercher de meilleures performances dans l'agence en règle générale, qui prend en compte notamment, tu vois, la présentation des logos, le caprice des clients, la réactivité ou la confiance. Le dernier point, on va parler un petit peu d'IA. Comment est-ce qu'on réagit dans un monde d'IA quand on vend du branding, quand on vend de la créa. Aujourd'hui, on a un petit peu le cul entre deux chaises. C'est-à-dire que Smooth, c'est une agence qui est très digitale, qui est très LinkedIn, YouTube, jeune, parce qu'on est beaucoup de jeunes dans l'agence, et qui, du coup, plaît bien, travaille bien, et n'a pas du tout ce côté physique, n'a pas le côté humain. Et aujourd'hui, on a le cul un peu entre deux chaises. C'est-à-dire qu'on produit beaucoup de qualité dans l'accompagnement qu'on fait, dans le conseil, dans la qualité de conseil, dans la qualité des supports graphiques. C'est assez quali ce qu'on fait. Du coup, on vient se rapprocher dangereusement des gros acteurs qui sont sur le marché, qui font de la bonne qualité parce qu'ils ont beaucoup d'expérience. Parce que je commence à avoir quand même pas mal d'expérience au fur et à mesure des mois et des années. Tout l'enjeu, c'est de passer d'une catégorie à l'autre. Pour moi, je vois quand même deux grosses catégories, et voire trois, et on pourrait se mettre dans la troisième, qui sont les petites agences / freelance, qui font entre 0 et 10 000 euros par mois, voire 20. Soit je suis peut-être encore un petit peu dans cette catégorie, et qui ont, on va dire, une acquisition un petit peu irrégulière, qui ne maîtrisent pas tout, qui sont un petit peu débordés parce qu'ils commencent à avoir des gros clients. Bref, les petits acteurs qui se construisent, qui se processisent et qui évoluent tranquillement. En deuxième catégorie, on a du coup les agences qui commencent à recruter, à avoir des clients réguliers, à avoir des process sérieux en interne et qui, eux, vont aller chercher entre 50 et 200, voire 500 000 euros de chiffre d'affaires mensuels et qui sont entre le digital et le print, qui n'ont pas forcément de présence en ligne, mais des fois qui ont une grosse. Bref, c'est un petit peu chaotique cette deuxième partie. Et après, tu as la troisième partie qui sont les agences bien établies. Je peux signer Bruno dans le monde du design, je peux signer Publicis, alors qu'il est un acteur encore plus gros, mais qui sont quand même des acteurs qui sont bien implantés, qui sont connus pour être bien implantés, etc. Donc on a trois acteurs, trois types d'acteurs en tout cas sur un marché, une industrie du service, qui sont très différents, qui fonctionnent pas du tout de la même manière, qui ont une acquisition très différente. Et l'idée c'est de bien comprendre ce marché pour savoir où est-ce qu'on se situe nous en tant que petite agence qui veut devenir grande, parce que Smooth, on veut être le numéro 1. C'est-à-dire que moi si je monte une boîte, c'est pas pour être la petite agence sympa du quartier. C'est une magnifique transition avec le point numéro 2 de comment est-ce qu'on fait pour faire 1 million / 10 millions. Parce que quand tu écoutes des fondateurs d'agence, quand tu écoutes des mecs qui ont de l'expérience et qui parlent, je cite, je sais pas, Théo Lyon au hasard, qui parlent un petit peu de ces chiffres, etc.,
ils sont arrivés quand même assez vite à ce genre de chiffres. J'ai pas forcément eu, on va dire, ce product market fit, dans le sens où aujourd'hui, les gens sont pas forcément très éduqués au niveau du branding. Après, ce qui est bien, c'est que le peu de gens qui sont éduqués, le sont très bien, ce qui fait que c'est très facile de bosser avec eux, parce qu'ils comprennent très bien. Et donc, on arrive sur un marché qui est encore à former, à expliquer comment et pourquoi est-ce que le branding c'est super important. Les US, eux, ils ont bien compris. C'est pour ça aussi que je monte cette agence, c'est parce que quand je vois les US qui se sont dit ouais, le branding c'est super important. Regardez, on a fait des études, il y a plein d'études qui montrent que le branding c'est un ROI de ouf, même si c'est difficilement mesurable, c'est super important. Du coup, les Français vont finir par capter le délire, même si ça commence. Donc c'est bien. Après, peut-être qu'on aura un gros pic quand les gens vont enfin comprendre que la brand c'est super fort, super important pour leur projet. Donc nous, on doit se dire ok, alors on va aller chercher le million, c'est très bien, mais comment du coup? Donc, tu as tout un sujet de, ok, est-ce que je fais beaucoup de clients, pas très cher, ou est-ce que je fais des gros clients très chers et j'en fais peu? Moi, je suis plutôt dans cette optique-là, dans le sens où aujourd'hui, Smooth, c'est une agence qui fait de la stratégie de marque et de la créa pour des boîtes qui veulent se positionner sur un segment de marché haut de gamme. Si tu veux vendre des lunettes de luxe, tu vas venir nous voir et nous, on va pouvoir s'occuper de toi. Parce qu'on a un style graphique, parce qu'on a des études, parce qu'on a de l'expérience, parce qu'on a des use cases dans ce délire-là de haut de gamme luxe. Parce que dans le luxe et dans le haut de gamme, ce qui fait la réussite d'une entreprise, c'est la marque. Aujourd'hui, les entreprises qui vendent des montres, elles ont l'obligation de faire du branding. Parce qu'aujourd'hui, l'heure ou le chronomètre, on l'a sur notre smartphone. Et tout le monde a un smartphone avant d'avoir une montre. Donc, ce n'est que du branding, le luxe et le haut de gamme. Donc, il faut que j'en parle. Voilà, je ne sais plus parler, mais il faut que j'en parle. Et développer un petit peu ça sur ma chaîne. Il faut qu'on associe Arthur Valton à un mec qui me connaît, qui maîtrise le luxe. Et demain, quand tu veux monter une agence, une boîte, dans le luxe, dans le haut de gamme, tu vas aller voir Arthur Valton de Smooth. Smooth Agency, Smooth Consulting et Smooth Studio. Donc ça, c'est un petit peu ma vision. J'ai enchaîné avec le point numéro 3, qui est ma vision. Plus j'avance et plus je me dis, vas-y, je peux aller faire quelque chose de sympa. C'est-à-dire développer vraiment une belle agence qui va vraiment aller chercher les sommets. Alors, quand je dis numéro 1, il faut définir ce que c'est numéro 1. Parce que numéro 1, c'est ce que c'est l'agence qui gagne le plus d'argent. Dans ce cas-là, je dois aller attaquer Publicis qui a plus de 100 ans d'existence sur son marché. Ou est-ce que je dois être dans l'esprit des gens la référence? Et en fait, l'argent, on s'en bat les couilles. Et c'est plutôt comme ça qu'on va faire. Parce qu'aujourd'hui, Pepsi gagne plus d'argent que Coca-Cola. Pourtant, dans l'esprit collectif, Coca-Cola, c'est mieux que Pepsi. Et oui, les amis, c'est du travail de branding. Et comme je fais du branding, parlons branding. Et l'idée, c'est de devenir l'agence numéro 1 dans l'esprit des gens. Voilà. Et ma vision, elle est quoi aujourd'hui? Ma vision, elle parle beaucoup de process, d'automatisation. Elle parle beaucoup de service client ultra haut de gamme. En ce moment, je réfléchis à ça. Comment est-ce que je fais pour que mon client il soit tellement satisfait d'être chez moi que c'est un privilège en fait. Donc il faut qu'on travaille ça, qu'on le développe et tout. Aujourd'hui, je peux pas le faire dans le sens où je peux pas donner cette image de marque parce que je dis non à peu de monde pour vendre nos services en tant qu'agence parce que je peux pas forcément me le permettre. Alors on refuse des dossiers quand c'est vraiment pas dans notre cible, mais on en refuse peu. Et ce qui fait que comme tu peux pas te permettre d'en refuser beaucoup pardon, forcément t'as pas cette vision haut de gamme que les gens se disent ah putain eux ils sont forts, ils prennent pas n'importe qui. Ce tri peut se faire aussi par le prix. Donc en soi, je refuse des gens parce que les gens n'ont pas les sous pour travailler avec nous. Mais bon, c'est rigolo. Attention, la vision, dans tous les cas, une vision de boîte, ça évolue très régulièrement. Et la mienne évolue très régulièrement. Donc c'est assez rigolo. Alors on a fait un gros chiffre d'affaires ces derniers mois, mais on a eu beaucoup de dépenses. Parce qu'il y a les impôts qui sont tombés, donc on a payé beaucoup de choses. Mais au-delà de ça, on commence à recruter des gens en fixe. On donne des fixes à des freelances pour faire en sorte que ces derniers restent plus longtemps chez Smooth parce qu'ils travaillent trop bien et que c'est des gens qu'on ne veut pas perdre. Du coup, ce qui fait, c'est qu'on s'engage sur plusieurs mois à leur donner un fixe, peu importe ce qu'on signe derrière. Donc ça, c'est la preuve aussi que l'agence fonctionne plutôt bien. C'est qu'on a, comme on appelle ça, on peut se permettre de de donner des fixes à des freelances. Ça, c'est vachement sympa. Mais du coup, ça nous crée beaucoup de charges, ce qui fait que, en fait, on a beau faire un gros chiffre d'affaires, derrière, on a beaucoup plus de charges. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, l'argent est fait pour dépenser. L'argent n'est qu'un outil, parmi tant d'autres, un outil pour réaliser ses rêves, ses fantasmes ou autre chose, se mettre bien. Si on la dépense pas,
Ça sert à rien de l'avoir sur un compte, hein, autant la dépenser. J'aimerais faire un petit point sur la valeur perçue, le point numéro 5. Comment est-ce qu'on fait pour augmenter la valeur perçue d'une agence? Parce que on est quand même censé être dans une vidéo où c'est une sorte de tutoriel pour les gens qui veulent faire 20 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Et pour moi, ça se joue sur la valeur perçue de ton offre, sur la valeur perçue de ton agence. Voilà. Et donc, comment on fait pour travailler tout ça, les gars? J'ai relevé plusieurs points déjà. C'est un truc de fou, mais tes clients, ou en tout cas tes prospects, vont vachement juger ta performance en fonction de ton chiffre d'affaires. C'est-à-dire que combien tu vends, combien est-ce que tu vas faire par mois, ça va augmenter la valeur perçue de ton service. C'est-à-dire que, ce qui est logique en soi, parce que plus tu vends, plus tu fais de chiffre d'affaires, et plus du coup, tu es crédible. Et ça veut dire que si tu vends et que tu vends bien, ça veut dire que tu travailles bien. Donc il y a cet effet de Apple, ils vendent plein de téléphones, c'est parce qu'ils font des bons téléphones. Alors que théoriquement, ce n'est pas corrélé. Donc faites vite beaucoup de chiffre d'affaires pour avoir plus de clients, les gars. Et augmenter la valeur perçue de votre entreprise. Il y a aussi l'équipe, la qualité de votre équipe, et surtout la quantité. C'est un truc de fou, mais quand vous êtes dans le service, si vous n'avez pas 10 gars en dessous de vous, vous ne savez pas trop bosser. Vous bossez mal. Ça, c'est un truc de fou. Moi, je vois la chose d'une manière assez simple, c'est que moins t'es nombreux, plus t'es agile. Et plus t'es agile, plus tu te spécialises, on va dire, dans la délivrabilité de ton offre pour ton client. Et le client, il adore l'agilité. Sauf que quand t'es nombreux, t'es pas agile, t'es lent. T'es une machine, t'es un gros tank, machin. Tu fais mal, effectivement, tu peux tirer fort, mais t'es pas agile. Hein. T'as des process lourds, faut les suivre, etc. C'est pas évident. Mais quoi que tu dises, la valeur perçue de ton agence, elle va dépendre de la quantité de gars que tu as dans ton équipe. C'est bête, mais ça en revient au point qu'on avait traité juste avant, qui est le chiffre d'affaires. Tu as ta présence sur le web, moi j'ai marqué site web, mais c'est ta présence sur le web en règle générale. Comment est ton site web? Est-ce que tu as beaucoup de use cases? Est-ce que ça va te donner envie d'acheter? Parce que c'est con, hein, mais aujourd'hui, c'est ta carte de visite numéro 1 où les gens vont checker ton site web, vont lire ce qui a été créé dessus, mais ils vont regarder le design aussi. Quand tu es une boîte, en tout cas dans le design comme dans le branding, ils vont regarder le design. Même toutes les entreprises, en fait, hein, ton site web, ça va être super important de bien le travailler parce que ouais, les gens, ils vont avoir un ressenti, un mood, et c'est encore du branding, hein, tout ça, mais parce que la valeur perçue, c'est du branding, les gens vont avoir un mood, ils disent, ah putain, ils ont bien bossé le site web, ils ont investi, voilà, c'est ton image, c'est comme une femme qui se balade, si elle se balade en pantacourt et puis elle se maquille pas dans une soirée de gala, forcément les gens ils vont pas trop la regarder. Donc voilà, il faut travailler son site web, c'est super important. L'image de marque du fondateur aussi, alors ça marche que si le fondateur il se met en avant comme moi je le fais. Mais là je le fais, donc je pense que c'est très important. Et là je le vois, sans Arthur Valton, aujourd'hui Smooth il ferait pas autant de chiffre d'affaires. Donc c'est con, mais il faut travailler l'image de Arthur Valton et il faut qu'elle soit en cohérence avec l'image de marque de l'entreprise. C'est pour ça que moi ma charte graphique c'est la même que la charte graphique de l'agence. Et en fait je veux limite les gens dans la tête, que je fusionne un peu avec l'agence pour donner de la crédibilité et surtout humaniser toute cette vision et tous ces services. Après, j'ai mis portfolio. Bon, évidemment, en fait, plus t'as un portfolio qui est beau, propre et complet, plus les gens vont kiffer. J'ai perdu mes lunettes. C'est pas grave. Petite astuce, quand vous travaillez sur un portfolio, c'est super important de ne pas faire de la quantité dans vos use cases. Peu importe quel style d'agence vous êtes, ou pas une agence, mais même au-delà de ça, quand vous créez du contenu, que ce soit un site web, une page Instagram ou une chaîne YouTube, mieux vaut faire de la qualité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce genre de page, site web, page LinkedIn, page YouTube, page Instagram, c'est une source d'acquisition, mais c'est aussi une page de vente. C'est-à-dire que les gens, ils vont regarder les choses qu'ils voient en premier. Ils vont peut-être pas forcément descendre jusqu'en bas. Ce qui fait que du coup, quand vous bossez des use cases, une page portfolio, il faut pas en mettre beaucoup parce que le peu que les gens vont voir, il faut que ça soit masterclass. C'est pour ça que nous, on n'a que 2 use cases sur le site. Alors, c'est pas assez, 2, je suis d'accord, il faut en mettre plus pour la valeur perçue, on en a parlé juste avant. Il faut que le peu qui est soit masterclass. C'est pour ça que nous, ils sont masterclass, en tout cas, j'espère qu'ils le sont. C'est use case parce que les gens, quand ils cliquent dessus, ils disent « Ah putain, très stylé, très 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 stylé, je valide fort ». Et donc en faisant comme ça, forcément, en fait, on travaille la valeur perçue, on travaille ce que les gens vont voir. Et si tout le monde voit le même use case, mais que c'est un use case qui est ultra travaillé, des fois, juste le fait qu'il n'y ait qu'un seul use case qui est ultra bien bossé, les gens, ça va les séduire. J'ai mis la partie géographique parce que c'est con, mais depuis que moi je vais à Paris, je facture plus cher. Alors parce que j'ai gagné en compétences, effectivement, mais parce que les Parisiens ont plus d'argent. Et surtout, je sais pas pourquoi, mais à Paris, les gens ont moins peur d'investir dans leur brand. Et je pense que les gens ont moins peur d'investir dans leur boîte tout court, mais ça reste intéressant. Parce que si tu es dans la cambrousse,
bah, tu vas avoir peut-être un peu plus de mal à facturer plus cher. C'est un constat, froid et dur. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des réflexions autour de ça? Je suis preneur. Alors, axe numéro 6 et 7. Alors le 6, j'ai fait 20 000 euros par mois sans faire exprès. Effectivement, je n'ai pas fait exprès. Si on suivait la courbe, on serait plutôt à 10, 12, 13 000 euros, voire 15 000 euros pour la moyenne. Mais on est allé 2 fois à 20 000. Pourquoi? Ça côtoie le sujet du point suivant, qui est que si quelqu'un veut t'acheter quelque chose que tu sais faire, vends-lui. Alors, c'est pas parce que tu sais faire des salades de fruits ou des crumbles que tu vas vendre des salades de fruits ou des crumbles. Par contre, si quelqu'un veut t'acheter un crumble à 20 000 euros, je peux te dire que le crumble, je vais le faire. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que moi, je développe des SaaS à côté. C'est pas moi qui les développe, hein, c'est mon CTO, mais je les brand. Du coup, j'ai rencontré quelqu'un avec qui je sais faire des SaaS. Il y a des gens qui sont venus nous voir pour dire vous savez faire des SaaS? Vous pouvez vous occuper de notre SaaS? Du coup, on a dit oui. Et on en a vendu plusieurs. Ce qui fait que du coup, le chiffre d'affaires a monté. Factuellement, on vend plus de 3 mêmes choses. Parce qu'en fait, dans le SaaS, on a vendu aussi toute la partie branding. Et on a vendu aussi cette compétence de développement, plus du UX design, plus de lancement de product sur un marché. Donc, il y a une partie branding. Et de base, on n'a jamais vendu de développement de logiciel. Parce que c'est pas notre cœur de métier. Mais on l'a fait parce que ça fait de la trésor. Et surtout, bah, pourquoi pas, tu vois. Vu que c'est pas moi qui m'en occupe, c'est mon équipe. En soi, c'est une compétence qui est très proche de la nôtre et de ce que l'on sait faire. Et vu que c'est pas faire un crumble, on l'a pris. Effectivement, si y a des gens qui veulent tâcher quelque chose où tu es trop loin, il faut pas se disperser. Mais je pense que les gens qui disent ouais, focus, focus, bah c'est une erreur. Parce qu'en vrai, si j'avais refusé ce contrat sous prétexte de c'est pas notre secteur d'activité principal, je me serais assis sur quelques dizaines de milliers d'euros. Et on n'a pas envie de s'asseoir sur des dizaines de milliers d'euros. C'est pour ça qu'on a lancé du coup après ça Smooth Software, qui est une sorte de service en interne chez Smooth, qui développe du coup des MVP, et qui fait le branding, la charte graphique, la landing page et le logiciel. Donc c'est assez intéressant cette phase. Et en fait, oui, il faut pas avoir peur, je pense, de sortir un petit peu, de dévier de son expertise originelle. J'ai noté des sujets qui, pour moi, va faire péter ma boîte. Point A, c'est répondre aux caprices du client. C'est-à-dire que du jour au lendemain, tu as un client qui peut te dire on a besoin de ça pour demain. Et toi, bah, il y a deux manières de réagir. C'est la première, c'est bah, va te faire foutre parce qu'on n'a pas le temps. Et la deuxième, c'est oui, on s'en occupe. Après, tu peux nuancer, tu peux dire oui, c'est compliqué, machin. Non, nous, on s'en occupe. On s'en occupe parce qu'il y a peut-être 8 agences sur 10 qui vont te dire ah, trop compliqué. Mais si nous, on est l'agence qui dit oui, on s'en occupe, même si les clients nous parlent mal, même si c'est compliqué, etc., ça va augmenter en fait la satisfaction client. Autre chose, avant, quand on présentait les logos et les concepts de logos que l'on faisait pour le client, on faisait des slides où en fait on prenait le logo, on le mettait sur un fond noir et en blanc, et puis après on le mettait en noir sur un fond blanc. Et maintenant, on a travaillé des slides de présentation où il y a une vingtaine de slides par présentation de logo, et tout de suite, le client valide beaucoup plus rapidement. Pourquoi? Parce qu'en fait, il peut se projeter. Là où nous, en fait, on est capable en interne de se projeter parce qu'on a imaginé le logo, on a imaginé ce qu'il pourrait rendre sur une carte de visite, imaginer machin. Le client, lui, il est déjà dedans, il n'est pas capable de le faire parce que c'est pas, il a autre chose à faire. Et deuxièmement, il a besoin de se projeter facilement sans se prendre la tête. Il a d'autres chats à fouetter parce que pour plein de raisons, en fait. Et du coup, depuis qu'on fait ce genre de petits trucs, en fait, ça aide. Tu sais, des petites présentations, des slides, des PG, machin. T'expliques tout, tu prends le temps. En fait, ça montre que c'est con, mais juste le fait de faire ça, ça sous-entend que tu as passé plus de temps sur le projet, alors que pas du tout. Pour la même énergie, si tu fais une présentation où tu passes peut-être, allez, tu prends 20 minutes de plus pour créer ta présentation, bah, le prospect, en fait, le client, pardon, il est tout de suite beaucoup plus séduit parce qu'il se dit, ah putain, ah oui, il y a eu du vrai travail. Réactivité, c'est important. Nous, on répond à tous nos clients en général dans l'heure sur WhatsApp. Aujourd'hui, sur WhatsApp, il va falloir qu'on décale, on va sûrement passer sur Slack. Mais je pense que la réactivité, c'est la clé dans ce genre de sujet, de situation. Et ça, c'est quelque chose qui nous fait défaut. Mais si on a tendance à tenir notre parole de manière un peu moyenne. C'est-à-dire que, vu que je suis quand même bien débordé, des fois, je dis à un client ou à un prospect, ouais, je t'envoie le document dans la soirée. Et en fait, je l'envoie que le lendemain. Et ça, c'est une grosse erreur. Parce qu'en fait, dans l'esprit du prospect, le mec ou le client, le mec il se dit, putain, en fait, il est pas fiable. Même s'il a un jour de retard, c'est pas grave. En vrai, tu peux faire une erreur une fois comme ça, mais si tu les répètes, c'est compliqué. Et même le mieux, c'est de pas en faire. Donc ça, c'est quelque chose qui va être travaillé aussi. Dernier point, c'est la partie smoothie.
On est en train de dev une IA, pardon, en interne qui s'appelle Smoothie, pour Smooth Intelligence. Alors certains pourraient croire que c'est pour valoriser la boîte, pour la revendre mieux. Alors effectivement, ça aide à valoriser une boîte pour mieux la revendre, avoir une IA en interne, mais c'est pas le cas. C'est pas prévu, j'ai pas prévu de revendre cette boîte pour l'instant en tout cas. Mais je pense pas que ce sera le cas un jour. Et donc, Smoothie, là on va lui donner à manger. C'est-à-dire que chaque réunion que je fais avec mon associé, elle va aller dans Smoothie. Et l'idée c'est d'alimenter une base de données, pardon, pour que notre IA derrière, c'est que tu lui poses une question, elle est au courant de tout ce qui se passe dans la boîte. Et elle va t'aider à réfléchir. Et si tu lui donnes des bases de données de connaissances de la boîte, du coup des réunions, plus une base de données de connaissances techniques sur le management, sur la gestion, sur l'automatisation, sur des process, etc., et ben, théoriquement, tu vas créer une IA qui est capable de te conseiller de manière ultra pertinente sur la plupart des sujets de ta boîte. Mais c'est super intéressant, et même pour le sales. Hein. Aujourd'hui, quand on prend rendez-vous avec moi, il y a un calendrier très classique, mais qui est scrappé derrière par une IA. Cette IA, elle vient enregistrer la donnée, vient la répartir dans les bons endroits, et moi, du coup, va en fait m'aider à créer une sorte de process pour correctement parler à mon prospect. Et ça, c'est très intéressant. Donc il y a plein de belles choses qui sont en train de voir le jour chez Smooth, notamment avec Smoothie. Mais juste le fait déjà qu'on lui donne toutes nos réunions qu'on fait avec mon associé toutes les semaines, bah, en fait, ça va vraiment nous aider à déjà récapituler les choses. Par exemple, regarder, écrire ce genre de vidéo YouTube, moi je me base sur ce genre de réunion. Euh, Honnêtement, je pense que ça peut être très intéressant. Et surtout nous faire gagner du temps et aller chercher des choses qu'on ne pouvait pas faire avant, tout simplement. Voilà un petit peu pour ce genre de choses. Dans les anciens brand public, je parlais un petit peu des abonnés. J'ai montré l'évolution des abonnés, des chaînes, etc. Bon, en vrai, pour l'instant, ça stagne un peu. Hein. Le podcast, bon, on est à 624 abonnés. Donc rien de foufou. Pour la chaîne YouTube, celle-ci, à l'heure où je tourne la vidéo, on n'est pas non plus dans des statistiques de malade. On est à 1476 abonnés. Euh, En termes de vues, pareil, on n'a pas des vues de folie. Bon, on a quand même un peu plus de vues, on va dire, moyennes. Mais bon, ça reste très léger. Hein, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Les choses évoluent tranquillement. On est résilient et on tabasse. Là où ce qui est bien, c'est que bah, LinkedIn hein, marche toujours bien. On va dépasser les 18 000 abonnés sur LinkedIn. Et voilà. Le problème, c'est que je défocus un peu LinkedIn pour me mettre sur les autres plateformes. Mais ce que je pense que je devrais maxer LinkedIn et être plus chill sur YouTube. Mais YouTube reste mon réseau de cœur et je ne peux pas l'abandonner comme ça. Donc voilà un petit peu les avancées, mesdames et messieurs, de cette magnifique boîte, de la magnifique évolution entrepreneuriale de Arthur Valton. J'espère que vous avez kiffé. Vous avez kiffé. C'était un petit peu le résumé du mois de mai en fait, hein, parce que nous sommes en juin. Et voilà, résumé mois de mai. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui maintenant là, on passe à un épisode de Branding Public tous les mois, les mecs. Peut-être que la manière dont je fais ces vidéos vont évoluer. J'aimerais bien vloguer, etc. Un petit peu des bouts de ma life. Mais ça nécessite quand même beaucoup plus d'investissement en termes de temps, en termes de monteur, en termes de caméraman, etc. Mais ça va finir par faire ça. Je suis très chaud pour ce genre de choses. Déjà là, je sors de l'opérationnel et le fait de sortir de l'opérationnel, ça va pouvoir m'aider à créer plus de contenu. Donc c'est top. En tout cas, merci à toi d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Ça me fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plaisir de voir que tu es encore là. N'hésite pas à me dire en commentaire que tu es resté jusqu'à la fin. Vas-y, tu peux lâcher un petit branding en commentaire pour me prouver que tu es resté jusqu'en bas, enfin jusqu'à la fin. Et puis voilà, hein, c'était Arthur Valton. Travaille bien.